Depuis la dernière fois, il s'est passé une foule de choses et j'ai bien fait de me retenir de vous en parler parce que j'attendais quelque chose de proprement villageois dans la manière de voir les événements. Et bien ça y est, le point de vue villageois, avec mon ami Gustave et quelques autres, nous sommes quelques-uns à l'avoir adopté sur les événements nationaux et à l'avoir adopté, vous allez voir, fermement. Nous en étions restés à l'élection municipale maintenue, alors qu'on disait aux gens de se calfeutrer, ce qui est plus qu'illogique, c'est un crime contre la démocratie, puisqu'ils ont osé valider un scrutin, organisé n'importe comment, avec, selon les régions, d'énormes disparités d'accès aux urnes. Chez nous, la participation a été normale, il n'y avait pas de malades dans le département, mais dans nombre de villes, notamment, les gens ont avoué, par sondage, qu'ils n'y étaient pas allés à l'élection parce qu'ils avaient peur de contracter la pneumonie. Et on nous donne ce dimanche lugubre comme un pur moment de démocratie, mais c'est n'importe quoi. En fait, il s'agit d'un pur moment d'ignominie. D'ailleurs, il suffisait de voir avec quel zèle les commentateurs disaient partout que c'était sans danger de voter, sans danger de faire l'assesseur, etc., pour qu'on comprenne qu'il y avait au contraire un doute, un danger véritable, et que toute cette opération était montée par des salauds ou des maladroits, ou les deux, et sans doute les deux. Et vous allez me dire, là, qui parle, est-ce que c'est Gustave, est-ce que c'est vous? Ben là, pour une fois, c'est moi. Gustave, lui, a enchaîné sur les conséquences, vous allez voir, mais il faut d'abord que je vous dise quand et où nous en avons parlé, car c'était plus du tout au café de Campagnol, et pour cause, puisqu'il était fermé de force, par un décret pris en quelques heures, pour ne pas dire à la hâte, et comme tous les autres cafés-tabac en France. Mais comme il y a un tabac loto à 4 mètres dans la même salle, avec la même entrée, et qui lui avait le droit de rester ouvert, eh bien les gens sont allés commenter le scrutin en achetant du tabac et des journaux comme d'habitude, mais sans prendre de café. Comme il faisait beau, ils sont allés boire aussi une bière quand même, mais à 30 mètres sur le muret en face, une canette, sur le muret en face de la mairie, des bières achetées le matin à l'épicier, qui lui avait le droit d'ouvrir parce qu'il était alimentaire, donc première injustice, 2 personnes vendent de la bière au village, l'un ne peut plus le faire et l'autre peut encore le faire, mais on va me dire c'est la promiscuité qui est en cause. Eh bien, malheureusement la promiscuité dans l'une et l'autre boutique est la même et les gens en plus sont les mêmes aussi. Gustave, on en revient à lui, avec sa boutique minuscule, qui lui sert de base pour ses ventes sur les marchés, ne peut plus ouvrir non plus, mais surtout il peut plus vendre ses livres sur les étals en plein air. Du coup, un peu désœuvré l'autre jour, il m'a rejoint pendant que je faisais mon jardin, et il m'a livré ses réflexions sur la courte terrasse que j'ai ménagée devant la serre, où il y a une table, 2 chaises de café et un parasol. De là, on voit les 4 personnes qui passent sur le champ de boules, le petit pont qui enjambe la rivière, le monument aux morts. Et ce jour-là, on n'entendait plus rien puisque tout le monde était confiné. En tout cas, pas le chantier voisin qui était arrêté et pas les voitures qui généralement se garaient devant la médiathèque qui, elle, était fermée aussi. Donc on n'entendait plus rien, sauf nous. On peut même dire que la parole de Gustave ce jour-là, qui redoutait d'être confiné sans doute, s'est beaucoup lâchée durant ces quelques jours, toujours au même endroit, sous mon parasol, pendant que je plantais mes framboisiers. Il faut dire que le prétexte lui en était fourni par ma petite radio qui diffusait en sourdine des nouvelles du monde et dont il augmentait le volume de temps à autre. La première chose qu'il m'a dite et qui m'a frappé, c'est que le discours du président, je veux dire le premier discours, celui où il fermait écoles et commerces juste avant l'élection, que tout le monde a salué ce discours comme tellement intelligent, tellement nécessaire, était en fait truffé d'âneries. Gustave n'en a retenu que la première, et quand un président te dit, me dit-il, qu'il ne faut surtout pas que les gens soient pris de panique, il légitime du même coup et le mot et la notion. Gustave m'a dit, pour un psychologue, c'est assez limpide, c'est la pire chose à faire, il nomme ce qu'il redoute pour essayer de le conjurer. Donc, dans son esprit, la panique de la population est déjà là. Et tu imagines comment le pays a reçu le message en question. Subliminal. D'autant que juste après, il t'a dit, il faut te laver les mains, comme si c'était le rôle d'un président de le dire. Il aurait dû d'ailleurs sortir un attirail sur son bureau, tant qu'il y était, une bouteille de gel, pour nous montrer comment on insistait entre les doigts. Au point où il en était, ça aurait pas été plus ridicule. Ensuite, et c'est là l'essentiel de ce que m'a dit Gustave, il y a l'esprit du fameux confinement qui s'est précisé le lendemain et le surlendemain lors d'un autre discours, et Gustave a tenu à me citer une autre bourde au passage, celle qui consiste à répéter au peuple « nous sommes en guerre » au lieu de dire en guerre médicale, en guerre sanitaire, il a dit en guerre tout court. Ce qui voulait dire qu'il fait allusion, en tout cas les gens l'ont compris comme ça,
aux questions d'ordre public, au recours éventuel à l'armée, à toute chose qui inquiète une fois de plus au lieu de rassurer, parce que les gens ne sont pas stupides, ils savent très bien qu'en temps ordinaire, il y a déjà certains lieux en France où on ne contrôle plus rien, alors en temps extraordinaire, on va contrôler encore moins. Mais surtout, j'y reviens, il y a cette histoire de confinement qui est véritablement un sommet de n'importe quoi, me dit Gustave, parce que la mesure ne s'applique dans toute sa rigueur qu'aux citadins, ce qu'ils sont d'ailleurs très bien compris, puisqu'ils sont allés immédiatement se réfugier ailleurs qu'en ville avant le signal. Déjà, on avait eu ce crime sanitaire qui consiste à maintenir l'élection alors qu'on sait que dans des pays comme le nôtre, les gens viennent de toutes les villes à la ronde, 100, 200 kilomètres, pour voter au municipal dans leur village d'origine. En l'occurrence, donc, ils sont venus avec leurs microbes, non testés parce qu'on n'a pas de test, et non masqués parce qu'on n'a pas de masque. Mais donc, 4 jours après, quand on prononce le fameux décret de confinement, les gens se disent « autant aller me confiner à la campagne » et ils partent tous infecter leurs vieux et leurs proches et leurs voisins de 88 ans, tout en faisant du VTT en famille toute la journée et en disant à leurs enfants « Véronique, Sophie, non, non, laissez le chien !» Pendant que Gustave me parlait comme ça, me décrivait cette scène familiale et bucolique en face, après la rivière qui coule entre deux murailles qui séparent les jardins du champ de boules et de la promenade, on voyait une scène du même genre, mais là c'était les mères de famille du village et les enfants de l'école qui étaient réunis dans le square où il y a des balançoires orange et violet et un bac à sable. Donc on avait fermé l'école pour cause de contagion, mais les mêmes enfants se retrouvaient 2 jours après dans le même bac à sable à 100 mètres de l'école. Mais ce qui outrageait Gustave, outre ces incohérences tellement nombreuses, c'était la prétention de Paris à régenter la vie de chacun dans une commune qui est l'une des plus vastes de France, où l'on peut passer la journée à marcher dans les chemins sans rencontrer personne, 100 km², et où désormais on ne pouvait circuler qu'après avoir rempli un papier sur l'honneur disant ce qu'on allait faire de sa journée. Alors là, j'ai reproché à Gustave une présentation légèrement tendancieuse. Il ne s'agit, c'est pas, lui ai-je dit, d'écrire ce qu'on allait faire, mais de dire qu'on ne faisait rien qui était susceptible de propager le mal. Et c'est là qu'une fois de plus, il a interprété les choses de manière assez originale. Il m'a dit, le fait de t'interdire de marcher sur une plage déserte avec ton chien, ou de faire du VTT tout seul dans les bois, tout ça ne s'explique évidemment par rien de sanitaire. C'est d'abord, me dit-il, il y a plusieurs choses, mais c'est l'expression d'abord d'un égalitarisme méchant et même féroce. Parce que, en gros, c'est les citadins en bavent dans leur cage d'escalier, donc toi, tu dois en baver aussi, même si tu passes de l'esplanade au poulailler, et même si tu marches à travers champs. Je te signale au passage, me dit-il, que lorsqu'ils font des reportages sur les gens qui ne suivent pas les consignes à Paris, ils te montrent des fillettes en jupe écossaise sur leur petit vélo dans les parcs publics de la capitale, mais pas les milliers de banlieusards qui n'en ont rien à foutre avec leur casquette en arrière, parce que leur obsession de la discipline à ceux qui nous gouvernent, de la discipline sanitaire, s'arrête visiblement à la porte des cités. Ils pressent sur le bourgeois, mais ils laissent tranquilles ceux qui pourraient montrer les dents, et les dents, il est probable qu'ils vont les montrer. Ensuite, les gens qui nous gouvernent sont affligés d'une perversité réelle qui consiste à vouloir contrôler le comportement d'autrui, même s'il n'y a aucune objection technique ou hygiénique sérieuse. Et pourquoi inflige-t-il aux promeneurs en race campagne les mêmes règles qu'aux gens qui sortent du métro? Mais pour intimider, me dit Gustave, tout simplement pour rendre la foule malléable aux mesures qu'on lui impose, qu'on va lui imposer, pour la tenir en dépendance. Si les gens admettent qu'ils doivent porter un papier sur eux quand ils vont à la fontaine dans un village de 80 habitants perdus au milieu de la campagne, eh bien ils admettront tout, et c'est ça le but du jeu. Dieu sait qu'il y a en ce moment des choses à faire admettre, parce que me dit Gustave, la vraie raison, la vraie raison de cette rigidité grotesque des règles qu'on inflige à tous, la raison de cette absence de cas particuliers, de cette mascarade de la discipline sanitaire dans les lieux où personne ne risque rien, c'est qu'ils ont beaucoup, mais alors beaucoup à se faire pardonner dans l'autre sens. Ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien vu venir, ils n'ont rien prévu, ils nous ont menti de bout en bout. Même l'auteur principal du mensonge, ou celle qui l'a couvert, vient de le dire, de le déclarer. Il n'y a pas de stock stratégique. On a minimisé tant qu'on a pu. On est allé au théâtre pour dire la vie ne doit pas s'arrêter. On a changé de ministre parce qu'elle était grillée. On a réuni un conseil scientifique qui ne compte d'ailleurs aucun pneumologue, alors que la maladie est une
pneumonie essentiellement. Du coup, maintenant que la profondeur de la nullité de ces gens, me dit Gustave, nous est entièrement connue, à commencer par le premier d'entre eux, ils en font 10 fois trop dans la sévérité aveugle pour essayer de corriger l'impression de laxisme. Mais ils n'ont pas compris que les gens retiennent en fait la juxtaposition de tout ça, des deux choses. Des amateurs prétentieux d'un côté qui prennent n'importe quelle mesure au doigt mouillé, et puis qui se raidissent ensuite quand on leur fait honte, et qui disent « à partir de maintenant, je ne veux voir qu'une seule tête, non mais sans blague, etc. » Et le pire, me dit toujours Gustave, c'est que le président accuse en ce moment les gens de prendre les choses à la légère, mais moi je trouve, me dit-il, que c'est sa présidence qu'il a prise à la légère, en l'occurrence. Et le pire du pire, me dit Gustave, c'est que tous leurs amis là, de la presse, tous les présentateurs, les médecins salariés par le pouvoir, dans des commissions à la noix, dans des émissions magazines à la mort moelle, tous ces gens te disent, qui font partie du même club, te disent c'est pas le moment de critiquer les généraux puisque nous sommes sur le champ de bataille. Désolé, mais la raison principale pour laquelle l'heure est grave, me dit Gustave, c'est que nos dirigeants sont eux-mêmes assez graves dans l'ensemble. En fait, si tu y réfléchis, cette crise aurait été limitée à pas grand-chose si on avait le matériel, les lits, le personnel. On traiterait les cas sérieux dans des hôpitaux propres et prévus pour ça. Il y en a assez grand nombre, et puis c'est tout. Mais justement, le problème, et le plus grand nombre de morts, provient de ce qu'il n'y a pas de moyens d'assistance respiratoire ni de protection pour le personnel qui du coup s'infecte, ne vient plus à l'hôpital, etc. Même les postiers en ce moment et les caissières disent que le manque de masques est insupportable. Donc le problème, c'est pas le fait qu'une maladie s'étende, c'est sa nature. Le problème, c'est qu'on ne puisse pas lui résister faute de matériel. Donc les gens qui nous gouvernent et ceux qui les conseillent n'ont pas fait leur métier depuis 10 ans au moins. Alors moi qui maintenant regarde la télé sans arrêt le soir, me dit Gustave, je suis stupéfait de voir des professeurs de médecine, certains tombés malades, qu'on voit en duplex, dire de leur appartement qu'il faudra faire les comptes un jour et qu'on n'en restera pas là, qu'il faudra des commissions d'enquête et que ça prendra le temps que ça prendra, mais qu'on y arrivera. Ces médecins-là nous disent qu'on leur a promis des masques devant la nation entière hier encore, histoire de se faire bien voir, mais que les masques ne sont jamais arrivés et n'arriveront probablement pas avant des semaines. Ou alors, ce qui arrive, ce sont des masques dits chirurgicaux que les médecins appellent des passoires, alors que le ministre a promis les autres, et le président aussi. Il a dit, j'ai donné des ordres, mais ils ont promis ce qu'ils n'avaient pas, le matériel est inexistant, ou alors il a été volé, etc. Et quand sur un plateau, l'un de ces médecins en duplex, infecté par la maladie, tout sautant, furieux, dit au ministre « Vous avez été au-dessous de tout ». L'autre réponse « C'est pas l'heure de la polémique ». Et la journaliste un peu gênée dit « On ne pouvait pas prévoir », etc. Alors là, me dit Gustave, si tu supprimes pas définitivement les subventions aux journaux, ça sera jamais l'heure de la polémique, même dans des cas aussi graves. Ces gens-là enterrent tout. Benalla, Ferrand, Fabius et son fils, Colère et ses bateaux, Buzyn et ses labos, l'enquête sur Notre-Dame. Ils ne te disent pas, par exemple, que la Buzyn, avant de partir, a fait classer comme produit vénéneux l'hydroxychloroquine sous toutes ses formes, qui est le seul traitement pas cher et disponible qu'on entrevoit contre la pneumonie, classement qui rend beaucoup plus difficile son utilisation. Et là, tu commences à comprendre qu'il existe, ou à te souvenir plutôt qu'il existe un antiviral américain produit par un labo qui est, lui, ultra cher, sous brevet d'exploitation. Et là, me dit Gustave, je te laisse la conclusion. Alors, à la fin, je lui dis, pour en revenir au municipal, qu'ils ont quand même eu le bon goût de repousser le deuxième tour, et Gustave me dit, ils vont annuler le tour aussi, je te parie ce que tu veux. Comment peut-on imaginer une distance de 2 mois entre les deux tours? La preuve, c'est qu'ils ont déjà décidé que les conseils élus au premier tour n'éliraient pas de maire pour l'instant. Dans un mois, ils te diront que le premier tour a été troublé par trop d'éléments extérieurs et que le Conseil constitutionnel a dit ceci et cela et qu'on annule. Conseil constitutionnel dirigé par qui? En rapport, me dit toujours Gustave, avec quelle affaire sanitaire récente? Eh bien, je pense que le gars auquel tu penses n'a aucun intérêt à ce qu'on réveille le passé. Il va conclure qu'il faut revoter pour tout, premier et deuxième tour. D'autant qu'en droit, c'est plus que plaidable, c'est évident. Il y a eu inégalité dans l'accès aux urnes et intimidation préélectorale.
Et alors me dit-il, on en vient à ce que je souhaitais. Après les 2 mois qu'on aura traversés, là, le nouveau vote municipal va devoir rebattre les cartes en faveur d'un personnel mieux préparé aux grandes secousses de ce genre, un personnel élu fait pour traiter les problèmes, pas pour les enterrer. Alors je lui dis, tu n'y penses pas, si on revote, ce sera de toute façon sur les mêmes listes. Eh ben, il me dit, si c'est le cas, ça sera la révolution. Parce que les gens ne pourront plus supporter l'idée de remettre aux affaires d'autres gens sans épaisseur après ce que nous aurons traversé. Ils sont en train de comprendre que le pouvoir local, c'est avant tout de la jugeote, de l'énergie, de l'autorité, et les municipalités du passé n'ont souvent eu ni l'une, ni l'autre, ni surtout l'énergie. Elles enregistrent des décisions absurdes du pouvoir central, elles ne prennent même pas la peine de prévenir la population. Du jour au lendemain, tu vois fleurir une nouvelle réglementation dont il n'a jamais été question. On change par exemple les noms de rues et on refait toutes les plaques et la numérotation des maisons sans avoir consulté personne. On te jumelle avec une commune du Burkina sans que tu aies rien demandé. On vend tes sources d'eau à une compagnie internationale qui ensuite te fait payer l'eau qui sort de chez toi. Dans un système intelligent, je le répète, me dit-il, les agents municipaux dont la commune fait 100 km² comme la nôtre ne parleraient pas de confinement et de contagion, ils n'exigeraient pas un papier de déclaration sur l'honneur pour aller à l'épicerie, d'autant qu'il n'y a pas un seul gendarme avant 50 km ici pour le contrôler, ton fameux papier. Les gendarmes ici ne se déplacent même pas quand tu leur dis qu'un type essaye d'entrer chez toi à 2 heures du matin, ou quand la grille de la déchetterie est forcée par des Roumains, ils ne viennent pas. Quand une maison est squattée, ils ne viennent pas non plus. Alors là, s'ils viennent te réclamer un papier parce que tu promènes ton chien, ils vont se faire lyncher. Depuis 30 ans, les gens dans les communes sont élus parce qu'ils savent la fermer devant le préfet. Et bien là, il faudrait le contraire. Il faudrait qu'ils soient élus pour l'ouvrir une bonne fois, pour faire remonter. Il faudrait que l'élection soit l'expression d'une remontée de terrain, comme ils disent tous. Eh bien, mon cher Gustave, en pareil cas, tu aurais toutes tes chances, il faut te présenter. Quant à moi, je vous tiendrai au courant chaque semaine, je vous ferai part de cette correction permanente de perspective qui me paraît bien nécessaire, parce que comme dit Gustave, le chronomètre est en train de passer au rouge. À bientôt, merci.